Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur France 3 pour ce 19-20. À la une ce soir, l'émotion suscitée par la découverte de plusieurs dizaines de cadavres de migrants dans un camion en Autriche. Angela Merkel parle d'un avertissement et appelle l'Europe à réagir en toute urgence. La lutte contre le gaspillage alimentaire, Ségolène Royal met toujours la pression sur la grande distribution. Les enseignes sont prêtes à signer une série d'engagements, mais elle rappelle que les supermarchés sont déjà les premiers donateurs aux associations. Deux titres à retrouver à partir de 19h30. En Midi-Pyrénées, nous reviendrons sur l'affaire Doumbia, du nom de ce joueur du TFC condamné par la justice à porter un bracelet électronique pendant 8 mois. Pourra-t-il jouer avec son club pendant sa peine? La question est toujours en suspens. Et puis 2015, grande année pour la reproduction des ours des Pyrénées. Au moins 6 naissances ont été enregistrées dans notre massif. Des oursons à découvrir dans ce journal. Condamné à 8 mois de prison ferme pour des délits routiers en récidive, Tonga Doumbia a eu la chance d'obtenir un aménagement de peine et en l'occurrence le port d'un bracelet électronique. Un dispositif qui, normalement, permet au condamné de vivre chez lui et d'aller travailler. Oui, mais voilà, Doumbia n'a pas un métier comme les autres, il est footballeur professionnel au TFC. Et cela soulève des questions inédites puisque c'est une première en France. Thierry Saint-Tous, Emmanuel Fillon. Le TFC dans l'embarras, après la condamnation de son milieu de terrain Tonga Doumbia, à une peine de prison ferme aménagée en assignation à résidence et au port du bracelet électronique. C'est une première en France, le cas n'est pas prévu par la FIFA ou la Ligue professionnelle. Les joueurs ne peuvent porter de bijoux, montres ou bagues pendant les rencontres, mais quid du bracelet électronique? Il faut que l'arbitre valide le fait que ce soit ni dangereux pour le joueur, ni dangereux pour les autres joueurs. C'est tout. Je crois que ce sont les seules règles qui importent. C'est surtout le joueur qui vit une période, j'imagine, un peu compliquée. Mais bon, il saura assumer ce qu'il a fait. Et que le groupe saura réagir par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Si le bracelet est accepté par les instances, Doumbia pourra-t-il quitter Toulouse? Faudra-t-il une dérogation? La réponse appartient au juge d'application des peines. Mais comment fonctionne le bracelet? Il est mis sur la cheville essentiellement. Ça marche émetteur-récepteur. Une balise qui est dans la résidence où il est assigné. Et comme tout moyen de communication, émet en réception. Et donc là, on sait quand il rentre et quand il sort. Dans un communiqué officiel, le TFC rappelle en milieu d'après-midi que cette affaire est d'ordre privé, que le joueur consacrera cette saison 50 heures de son temps à la formation dans l'action sociale du club ou bien pour la sécurité routière. À quelques jours de la rentrée, ouvrons le problème de la prise en charge des enfants handicapés par l'éducation nationale. Une difficulté qui se transforme parfois en mur quasi infranchissable pour certaines pathologies comme l'autisme par exemple. Illustration avec ce père qui se bat pour faire scolariser son fils. Un dossier ouvert par Yusha Assenji et Eric Foissac. Hugo a 6 ans, il aime les dessins animés et la pâte à modeler comme tous les enfants de son âge. Mais contrairement à eux, il n'entrera pas en CP à la rentrée, il n'apprendra pas à lire. Hugo est un enfant autiste, une maladie neurologique qui se caractérise dans son cas par de l'hyperactivité, des troubles de la concentration et l'impossibilité de communiquer avec ses camarades. Il comprend tout, mais rien ne ressort. C'est le gros souci. Voilà. Il a un retard de langage très important. Il a un langage d'un enfant de 2 à 3 ans. Agité, Hugo ne tient pas en place plus de 15 minutes. Son état de santé exige une prise en charge adaptée, des conditions qui rendent sa scolarisation difficile. J'imagine son avenir en tant qu'adulte. J'ai très peur, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que va faire mon fils plus tard? Voilà, si on commence à prendre énormément de retard maintenant, j'ai peur pour la suite, oui. En théorie, Hugo a droit à une place au sein d'un institut spécialisé. En réalité, pourtant, les structures sont engorgées. Ça, là, ce sont tous les dossiers qui sont en attente. Nous avons seulement 10 places qui sont toutes occupées sur un service qui a été créé depuis 3 ans, donc avec des enfants qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très délicat puisque nous recevons des appels téléphoniques de parents très régulièrement. Ce sont des parents qui sont dans une détresse totale et pour lesquels on ne peut malheureusement pas faire beaucoup plus que ce qu'on fait jusqu'à présent. En Midi-Pyrénées, des structures se créent, mais les efforts déployés sont encore loin d'être suffisants.
Il faut savoir qu'il y a une très faible proportion d'enfants autistes qui sont scolarisés, environ 25%. Quand on regarde les chiffres dans les établissements du secondaire, collège et lycée, les chiffres diminuent à moins de 1%. On change ? Non, on change. Faute de solution, Hugo, pour l'instant, ne peut compter que sur le courage de son père. Une femme a trouvé la mort aujourd'hui à la hauteur d'un passage à niveau à Casères. Sa voiture immobilisée sur les rails a été percutée par l'Intercité Toulouse-Bayonne. Pas de blessés parmi les 80 passagers du train. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant près de 3 heures après l'accident. Et puis un corps carbonisé a été découvert ce matin à la périphérie de Lannemezan. Ses restes étaient à quelques mètres d'une voiture entièrement brûlée. Une enquête a bien sûr été ouverte. Et puis toujours en bref, un homme de 25 ans s'est noyé aujourd'hui à Montclar de Quercy dans le Tarn-et-Garonne. L'accident s'est produit sur le lac de la commune. Les tentatives de réanimation sont malheureusement restées vaines. Économie, Air Méditerranée pourrait bien recevoir des investissements algériens pour redresser son bilan financier. La compagnie basée à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées est actuellement gérée par un mandataire judiciaire. Perspective avec Thierry Saint-Tous. Plusieurs projets de reprise d'Air Méditerranée sont en cours de finalisation et les discussions se poursuivent avec Christian Caviglioli, l'administrateur judiciaire en charge du dossier au tribunal de commerce de Toulouse. Selon la direction, la trésorerie de la compagnie est suffisante à ce jour pour faire face aux besoins jusqu'à l'arrivée d'argent frais après la cession des 49% du capital à un nouvel entrant. Air Méditerranée a une autorisation d'exploiter jusqu'au 16 janvier, prolongeable si nécessaire. À ce jour, la seule compagnie aérienne basée dans le sud-ouest, à quelques kilomètres de Toulouse, emploie 300 personnes en France. Elle possède une flotte de 7 A320-21 et de 3 Boeing 737. Air Méditerranée est spécialiste du vol touristique. Elle annonce l'ouverture de nouvelles lignes pour cet hiver, Marseille-Dakar, Paris et Nantes vers le Cap-Vert, et renforcera ses vols vers les Canaries. Air Méditerranée a été victime depuis 5 ans des crises géopolitiques du pourtour méditerranéen. À titre d'exemple, elle avait vu disparaître tous ses vols vers la Tunisie au moment du printemps arabe. Je vous le disais en titre, 2015 restera comme une grande année pour les ours des Pyrénées. Au moins 6 naissances ont été enregistrées l'hiver dernier. Une bonne nouvelle pour la pérennité des ours dans notre massif. Mais cela ne suffira pas selon l'équipe du suivi qui réclame donc de nouvelles réintroductions. Véronique Hautebourg et Jean-Yves Bascan. C'est par la publication de photos que les autorités espagnoles ont confirmé la naissance de 5 oursons sur leur versant des Pyrénées dans le courant 2015. Ajoutez à cela un autre jeune animal repéré dans le secteur du pic des Égalutes et vous obtenez le record de 6 naissances dans les Pyrénées centrales cette année. Une 7e serait même en cours de vérification. Pour les défenseurs de l'ours, c'est bien là le signe que les animaux se plaisent et que la politique de réintroduction fonctionne. Il faudrait même qu'elle se poursuive. C'est une population qui va grandir encore, qui pour autant doit être renforcée encore par des individus nouveaux pour 2 raisons. D'une part, on n'a encore pas suffisamment d'ours pour assurer la survie à long terme de la population. Et puis, il y a aussi une question génétique. C'est-à-dire qu'on a un mâle dominant, Pyros, qui est le père de presque tous les oursons. Et donc, il faut apporter un peu de sang neuf. Chez les anti-ours, ce record de naissance laisse en revanche de marbre. Mais on saisit là l'occasion de dénoncer l'argent dépensé dans ce dossier par les pouvoirs publics. On est dans un pays de fous. Rien ne va dans ce pays. Rien ne va en Europe. Il y a des problèmes monstrueux à régler, y compris sur le plan de l'écologie, climat, perte de la biodiversité des sols. On ne fait pas grand-chose. Les gens sont dans une merde complète. Et on met un pognon fou sur ce problème d'ours qui n'a rien à voir avec l'écologie. Pour viabiliser la population des ours des Pyrénées centrales, 3 à 4 individus pourraient suffire selon certaines études. Il en faudrait plus d'une douzaine dans les Pyrénées occidentales où il ne reste plus que 2 mâles. En France, pour le moment, aucune réintroduction n'est prévue. Les Espagnols devraient, eux, relâcher un reproducteur prochainement. 2015, année à ours, année à cèpes également. En ce moment, ils poussent comme des champignons. Au marché de Vaissac en Tarn-et-Garonne, par exemple, pas moins de 6 tonnes de cèpes se sont écoulées en seulement 5 jours. Serge Gian nous met en appétit. La chasse est ouverte. Dans cette forêt, sur les hauteurs du Lot, Arnold Marcillac débusque au coin du bois le précieux animal. Magnifique cèpe. 600 grammes, environ 600-700 grammes.
À quelques kilomètres de là, dans le village d'Autoire, au nord-est de Cahors, il fait commerce de sa passion. Les cèpes, mais aussi girolles, morilles, trompettes de la mort, sont cuisinés ou séchés. Ça laisse un joli cèpe, hein. Les orages de ces derniers jours ont favorisé la poussée des cèpes dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et dans le Lot, cher à notre passionné. Bon, il faudra un petit peu de chaleur maintenant derrière cette pluie. Ça, c'est impératif. Et pas trop de différence des températures entre le jour et la nuit, bien sûr. Pas trop froid la nuit et un peu de température la journée, de façon à ce qu'il y ait un phénomène de condensation et de départ de moisissure pour les champignons. Les fortes pluies provoquent la chute des prix. Dans le Tarn-et-Garonne, sur le marché spécialisé de Veissac, 6 tonnes ont été vendues depuis samedi. Le goût du cèpe Veissac, je ne sais pas comment on peut le définir, mais il est parfumé, quoi. Quand on mange le cèpe, on ressent quelque chose, que quand on mange le cèpe d'autres régions de Corrèze ou des trucs comme ça, il n'y a pas du tout de goût. Bien souvent, il vaut mieux un cèpe qu'une entrecôte. À 15 € le kilo, souvent moins, les amateurs d'omelettes au cèpe ne doivent pas bouder leur plaisir. Une petite larme de Marsillac, médaille d'or, qui est vendue juste à côté. Entre économie et gastronomie toujours avec le jambon de la Cône qui vient d'obtenir son indication géographique protégée par la Commission européenne. Cela faisait près de 8 ans que le dossier était en cours. Ce label de qualité ouvre des perspectives de développement aux salaisons du secteur. C'est un mode de vente qui peut impressionner le néophyte, mais il permet parfois de faire de très bonnes affaires. Nous allons nous intéresser aux ventes aux enchères de voitures. Pas moins de 700 véhicules étaient proposés aux acquéreurs aujourd'hui à Beauzelle. Alors, comment ces ventes fonctionnent-elles? Que faut-il savoir avant d'oser enchérir? Amélie Poisson et Anne Ployard vous expliquent tout. Je vous ouvre le capot. Avant d'enchérir, il faut choisir. Ce père et sa fille ont repéré 5 voitures qu'ils visitent comme un appartement. Moi, je suis plutôt au niveau esthétique. Mais bon, après, mon père, il regarde tout le reste. Tout le reste et surtout le prix, c'est ce qui l'amène à sa première vente aux enchères. Ça doit être coté aux alentours de 10 000 €. Voilà. Et moi, j'ai un budget de 7 000. Donc, si les enchères ne montent pas en dessus de mon budget, pourquoi pas l'acheter, ouais. Sous ce hangar, 700 voitures à vendre en 2 jours. Plus de 1000 personnes sont attendues. On a des gens qui viennent pour un premier véhicule, pour venir voir, pour faire de bonnes affaires. Et puis après, par contre, on a des gens qui sont des grands habitués, qui viennent régulièrement, qui ont acheté jusqu'à 10, 20 véhicules parfois aux enchères ici. 13 heures, lancement des enchères. En moyenne, le prix de départ est 4 000 € moins cher que le prix Argus. Cet Audi s'envole à 32 100 €, auxquels s'ajoutent 200 € de frais de dossier et 12% de taxes. Alors est-ce une si bonne affaire? Le gérant a sa réponse. L'année dernière, on a vendu 23 000 véhicules. Cette année, a priori, on va en vendre 28 000. Donc je pense qu'on n'attirerait pas autant de monde. Il n'y aurait pas un tel attrait pour les ventes qu'on organise si les gens ne faisaient pas des bonnes affaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un véhicule, le maître mot, c'est le prix. Éric et Laurine passent leur tour. Ils attendront leur 3e choix 2 heures plus tard pour enfin emporter la mise à 6 500 €. La voiture est en dessous de l'Argus, elle est propre, ouais, ça valait le coup. Éric a tout de même dépassé son budget, mais le sourire de sa fille n'a pas de prix. À 18 ans, bac et permis en poche, Laurine roule vers la rentrée. En sport, pas de miracle pour Jonathan Drach. Aujourd'hui à Pékin, lors des mondiaux d'athlétisme, le triple sauteur mauricien licencié à Balma disputait à 26 ans sa première grande finale internationale. En franchissant 16,64 m, il termine 11e devant le Français Benjamin Compaoré, pourtant champion d'Europe en titre. Sport encore avec du golf et l'une des plus importantes compétitions réservées aux jeunes en France. Elle se tient actuellement au golf de Seille, aux portes de Toulouse. Pas moins de 120 joueurs sont au rendez-vous. Karine Deroche, Denis Emardinquier. Les gestes sont déjà presque professionnels. Sur le trou numéro 14, il fait bogey. Son index est de 24. Yanis n'a pourtant que 7 ans. Même dans son interview, on reconnaît un futur grand. Moi, ce que je me suis donné comme objectif, c'est d'avoir à peu près dans les 90 coups. Parce que hier, j'ai fait 106 coups. Puis voilà, je souhaite de faire 90 coups, 80. Yanis vit à Casablanca.
Ils sont 2 joueurs marocains sur le parcours aujourd'hui. Ils jouent pour la première fois en Europe. Ils sont venus avec leur coach dans un but précis. C'est de développer le golf au Maroc, développer le Junior Tour qui va être relancé fin septembre, de voir un petit peu l'organisation en France d'une compétition internationale comme celle-ci, et puis d'amener des bonnes idées au Maroc avec un Junior Tour qui représente environ quand même 150-200 juniors au Maroc. Jérémy, lui, est licencié à Palmola, près de Toulouse. Il est cet après-midi premier ex-aequo de la catégorie minime. La saison dernière, il n'a pas passé les interrégions. Moi, je viens y chercher de la confiance pour moi parce que cette année n'a pas été bonne. Je viens y chercher de la confiance pour repartir de plus belle pour la nouvelle saison. Comme Jérémy ou Yanis, ils sont 160 à jouer dans les mêmes conditions que les pros. Alors, l'objectif du tournoi, c'est qu'ils découvrent un format comme sur le circuit professionnel et qu'ils puissent, ce qui ne se fait pas en France, faire 4 jours de compétition en stroke play, formule de jeu où on compte tous les coups, et donc comme dans un tournoi professionnel. Les Marocains espèrent venir à 10 l'an prochain. Le tournoi, lui, veut s'imposer comme l'un des meilleurs, un peu comme celui des petits as de Tarbes en tennis. Super sport que le golf. Charles Trenet aurait aimé le reportage à suivre puisque nous allons vous présenter un jardin extraordinaire. Celui-ci est installé à Lieurac en Ariège. Il a ouvert ses portes hier et les fermera déjà dimanche. Entre-temps, il aura reçu la visite de 4000 visiteurs. Alors pourquoi un tel succès ? Eh bien la réponse en images avec Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Agriculteurs mais aussi artistes, les parents de François Bérard se sont lancés il y a 15 ans dans la confection d'un jardin extraordinaire et éphémère à Lieurac. La visite de ce jardin, comme les œuvres d'art qui s'y bousculent, ne dure que quelques jours. D'abord réservé à un cercle d'amis, le spectacle attire désormais chaque année des milliers de visiteurs grâce au travail de l'ombre de nombreux bénévoles. Au départ, on est une petite équipe, donc il y a la partie jardin qui demande une mise en place plus longue, donc on commence au mois de mai. Et au départ, une fois par semaine, on s'est réunis, une petite équipe de 10-15 personnes qui nous aident à mettre en place tous ces jardins. Et après, sur la semaine de préparation avant l'ouverture au public, on se retrouve à 30-40 au début et à une centaine à la fin. En bois, en pierre ou en argile, les œuvres utilisent les matériaux offerts par la nature. Du land art à grande échelle qui ravit petits et grands. C'est très émouvant, c'est beau, c'est la nature dans tous ses états, voilà. Il faut quand même calculer pour trouver des choses comme ça. Franchement, moi je suis épatée. Et je reviendrai l'année prochaine. Voilà. Et que ça soit fait par des bénévoles en plus. Oui, c'est magnifique. Sympa. Ce que je trouve le plus magique, c'est le côté éphémère. Se dire que dans une semaine, ça a disparu, qu'il y a 2 mois, il n'y avait rien. Ça a quand même un côté incroyable, juste incroyable. Et cette créativité partout où on regarde, partout où un œil se pose, il y a extraordinaire, encore une fois. Le jardin extraordinaire de Lieurac ouvre sa parenthèse enchantée jusqu'à dimanche. Une invitation à la balade et à la rêverie, riche en surprises, parmi lesquelles la totale gratuité de la visite. Et c'est avec ces superbes images que se termine ce journal. Excellente soirée et à très bientôt sur France 3.